Merci pour votre accueil. Du coup, pour me présenter un peu, je suis Richard Hanna. J'ai développé un jeu vidéo. Pour l'instant, j'espère en développer d'autres, qui s'appelle Trois-Rivières. J'y reviendrai. Puisqu'en fait, je suis développeur maintenant depuis plus de 25 ans, mais j'ai pas travaillé que dans le jeu vidéo. J'ai travaillé plutôt sur des sites web, des applications, des formulaires. Voilà, business as usual, comme on dit. Et puis, depuis 2018, j'anime un podcast qui s'appelle Técologie, qui fait le lien entre technologie et écologie. Enfin, ça a viré un peu très technocritique. Même si je suis dans le jeu vidéo, vous allez voir, je suis assez critique sur toutes les technologies sur le numérique. Et puis, je suis militant vélo, bénévole dans une ferme. Enfin, voilà, je fais plein de choses et je suis papa aussi. C'est un travail énorme, de deux ado et pré-ado. Et puis, 2018, avec le lancement du podcast, c'était lié à un... je me considérais comme écolo, mais en fait, j'ai découvert plein de choses. Les questions d'effondrement, les questions le lien entre écologie et aussi les problèmes mondiaux, les inégalités, etc. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'Anthropocène. Donc, c'est la période géologique dans laquelle on est. Anthropo, c'est l'homme. Et donc, Anthropocène, c'est l'ère de l'homme, c'est le fait que l'être humain, de par ses activités, a des conséquences sur la géologie de la Terre, sur le climat. Vous connaissez sans doute cette fresque, c'est les températures de 1850 à aujourd'hui, pardon. Donc, on vire du bleu au trait rouge, voilà. Et d'ailleurs, on a eu un épisode fin mai où j'espère, enfin, voilà, il y aura des conséquences à ça, quoi. Enfin, en termes de prise de conscience, quoi, c'est assez énorme. Alors, il y a Anthropocène, d'autres parlent plutôt de Capitalocène. Pourquoi, selon vous, pourquoi le Capitalocène, ça vient de quoi? Ouais, capitalisme, exactement. Donc, en fait, ce serait pas l'Anthropocène, le fait que tous les êtres humains ont le même impact sur la planète, mais plutôt les plus riches. Donc aujourd'hui, on considère que, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 1% des plus riches qui ont 50% enfin, de la part des conséquences environnementales, notamment émissions de gaz à effet de serre, mais pas que. Vous connaissez peut-être aussi les limites planétaires, donc les 9 limites planétaires, on en est, félicitations, on en a 6 qui sont dépassés aujourd'hui. Bravo les êtres humains, ouais. Et donc, ouais, bientôt 9 sur 9, on va compléter. C'est un jeu vidéo, on va compléter le jeu. Et donc, le changement climatique, c'est plus connu, mais il y a d'autres qui sont quand même aussi inquiétants. On est en pleine période de sixième extinction de masse des espèces. Ouais! Ouais, ça va être super joyeux cet après-midi. Et, euh, et selon les biologistes, etc., c'est l'extinction des masses la plus rapide. Et elle est due aux activités humaines, hein. Voilà, pas de spoiler. Si vous regardez ces news, non, c'est pas dû aux activités humaines. Voilà, les conséquences des crises aussi hydriques, le problème d'accès à l'eau, voilà, ça commence à être assez prégnant. Mais tout va bien, selon CNews et Pascal Pro. Donc là, c'est Pascal Pro dans son... J'avais pas prévu cette blague, mais voilà. Elle est valide. Merci beaucoup. Euh, Et il y a un film Pixar que vous avez peut-être vu, hein, sans doute, ou pas. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à regarder quand même. C'est Wall-E. C'est un film vraiment hyper intéressant. C'est hyper ambivalent, je vous dirai pourquoi. Donc, grosso modo, Wall-E doit nettoyer la planète du fait que l'être humain a tellement généré de déchets que ça devient vivable. Bon, malheureusement, dans ce film, on parle beaucoup des déchets. C'est un peu ce qu'on apprend aux enfants à l'école, hein. Le tri sélectif, on va sauver la planète. Encore hier, j'étais à un événement à la région Île-de-France où on apprenait aux lycéens de récupérer des équipements électroniques pour aller les traiter dans les centres de recyclage. Voilà, on est un peu encore aux prémices en termes de sensibilisation, quoi. Mais c'est déjà ça, c'était assez intéressant quand même. Mais voilà, dans Wall-E, c'est aussi c'est un peu le tri sélectif.
pendant que les êtres humains sont partis dans des fusées dans l'espace. Je vous spoil un peu le début, hein, c'est que le début. En attendant que les robots nettoient un peu la planète. Et donc derrière ça, moi j'adore ce film parce que par rapport à tout ce qui est véhiculé, par rapport au fait que Wall-E, c'est assez mignon, il y a une histoire d'amour entre robots, etc. Vraiment, je vous invite à regarder. Puis il y a aussi une critique, il y a une technocritique derrière tout ça, enfin le côté l'intelligence artificielle qui prend le dessus, qui prend des décisions par rapport aux êtres humains. Les êtres humains qui sont avachis devant des écrans, qui ne se rencontrent plus que à travers les écrans. Et c'est un peu aujourd'hui la société d'aujourd'hui. Enfin, je dis ça, j'ai rencontré ma compagne sur Internet aussi, hein. Euh, et puis, c'est véhiculé, ce truc un peu technosolutionniste, et c'est véhiculé aussi par les jeux vidéo aujourd'hui. Donc là, notamment, tout ce qui est Solarpunk. Et là, le jeu, ça s'appelle Solarpunk. Ouais, c'est pas très original, mais grosso modo, dans les jeux vidéo, ce qui va nous sauver, c'est les innovations technologiques, c'est les robots. Donc les robots vont polliniser les fleurs, les drones abeilles ou bien arroser nos plantes. Alors j'ai pas joué, je suis critique de ce jeu, mais je sais pas ce qu'il y a derrière ce jeu, hein. J'ai pas joué. Mais en tout cas, on va dire dans les images qui sont diffusées, l'imaginaire qui sont diffusés, tout va bien. Voilà, on a une petite éolienne, c'est mignon. Et globalement, tout ça, moi j'appelle ça du solutionnisme technologique. Euh, alors, on va parler de l'empreinte écologique du numérique pour passer à autre chose. Selon vous, dans le numérique, qu'est-ce qui concentre la majorité des impacts environnementaux, fabrication des appareils ou les usages numériques? On va faire à main levée. Qui pense que c'est la fabrication des appareils qui concentre la majorité des impacts? 1, 2, 3, 4, 5. Et sinon, le reste, j'imagine, les usages numériques? Alors, ça dépend. En fait, si on regarde les chiffres, je vais vous montrer. C'est surtout la fabrication des appareils qui concentre la majorité des impacts, mais vraiment en grande majorité, hein. Je vais vous montrer le chiffre, c'est de l'ordre de 3 quarts. Et les usages numériques, c'est quoi les usages numériques? En fait, c'est la consommation d'énergie des appareils. Mais pas séparer les deux, quoi. Pourquoi on fabrique des appareils? Parce qu'on a des usages. Pourquoi on fabrique de plus en plus d'appareils? Parce que nos usages explosent. Pourquoi on fabrique des appareils? Parce que ces appareils sont de plus en plus obsolètes rapidement. En fait, c'est du jetable qu'on crée. Les ordinateurs, c'est 3 4 ans. Les téléphones, 2 3 ans. Voilà. Ouais. Euh, alors, l'IA, c'est un peu des deux. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est surtout la fabrication. Je ne sais pas si j'ai une slide là-dessus, mais la fabrication des GPU, etc., dépasse largement de tout ce qu'on dit par rapport au data center, la consommation d'énergie et d'eau aussi pour le refroidissement, l'artificialisation des sols pour construire des data centers. Ça reste encore légèrement la fabrication des appareils qui consomme la majorité. Mais on ne peut pas séparer les deux, hein. Je ne vais pas vous dire, ah non, mais n'allez pas militer. Ah oui, non, mais il faut installer un data center parce que l'impact, c'est pas là, c'est la fabrication. Non, 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 faut lutter aussi contre l'implantation des data centers pour faire de l'IA pour Meta et autres. Donc voilà les chiffres, hein. En termes de répartition là, c'est sur l'impact carbone, mais l'impact carbone ne suffit pas, hein. C'est aussi, faut regarder la matérialité. Mais en tout cas, sur cet indicateur-là seulement, c'est 79% les équipements utilisateurs, nos consoles, nos ordinateurs, nos smartphones. Le réseau fixe et mobile, il y a un pourcentage, c'est 5%. Et puis les data centers, c'est 16%. Mais les data centers, c'est quelques-uns, hein, c'est quelques centaines en France, hein, des data centers. Les équipements, c'est des milliards en France. Euh, En termes si on regarde la fabrication, la distribution, l'utilisation, donc voilà, on est autour de plus de 3 quarts à la fabrication. Et sur l'usage, comme je vous dis, c'est surtout la consommation d'énergie pour faire tourner nos ordis et le réseau, etc. La distribution, c'est le transport depuis les différentes étapes dans la fabrication. Aujourd'hui, on est
on vit dans une société de surconsommation, je vous cache rien. Donc on a énormément d'équipements chez nous. Euh, voilà, c'est de l'ordre de à peu près 8 équipements en France, hein, par foyer. Et on a quand même au moins deux équipements inutilisés dans les tiroirs. Et voilà, ça c'est la grande moyenne. Et je m'inclus dedans, hein, moi j'ai des trucs dans les tiroirs. Ah bah je vous montre des petites captures de mon jeu Trois-Rivières, mais j'espère que vous pourrez jouer c'est gratuit, c'est en ligne. Parce que tout démarre dans une mine, hein, dans la fabrication des équipements. Donc, bah, du coup, je spoil un peu le jeu vidéo, mais du coup, le jeu Trois-Rivières, bah, c'est un peu sur ces sujets-là, où bah, sans en dire plus, mais voilà, on va explorer l'extraction minière pour le numérique. Donc, effectivement, pour le numérique, tout démarre dans une mine, hein. Que ce soit dans le numérique ou voilà, dans nos usages du quotidien. Je sais pas, voilà, tout est matière, hein, il y a du métal ici, il y a du bois, enfin tout ça, on doit l'extraire dans la nature. C'est des ressources qui ne sont pas renouvelables, en tout cas, sauf le bois, hein, qui peut être renouvelé. Euh, Là, c'est Dylan March, c'est un artiste qui a illustré une boule de cuivre. Donc ça, c'est une image de synthèse, hein. Ce que ça représente d'extraire une boule de cuivre par rapport à tout ce qu'on a excavé, tout ce qu'on a détruit et tous les produits chimiques qu'on ne voit pas ici, mais qu'on a utilisés, c'est des millions et des millions de mètres cubes de déchets qui vont devoir être stockés, hein. On ne sait pas, on sait pas dépolluer ces trucs-là, hein. Donc il va falloir les stocker. Ah, c'est dommage, j'ai pas l'image là, mais je sais pas si vous vous rappelez, en 2019, il me semble, au Brésil, il y a un barrage d'une mine qui a explosé, qui a envahi tout un village. Il y a eu 200 à 300 personnes mortes, notamment des mineurs, des gens qui travaillaient à la mine, mais aussi les villages alentours. Et donc c'est un barrage qui a cédé, c'est de la boue chimique. Et le pire dans ça, au-delà des 300 morts, en fait, c'est une pollution éternelle sur tout alentour. Donc, c'est un territoire qui ne peut plus ni accueillir de diversité, ni d'habitants, ni voilà, c'est un Tchernobyl bis, quoi, en gros. Et c'est un peu ce qu'on a un peu partout dans le monde, hein. La mine, c'est l'industrie la plus polluante au monde. C'est pour ça qu'on n'en a plus beaucoup en Europe. Et d'ailleurs, qu'on voudrait rouvrir quelques-uns en France pour extraire du lithium, parce que j'ai découvert ça il y a quelques années, il y a un référentiel de mines responsables. Voilà. Et d'ailleurs, je joue sur ce jeu de mots dans Trois-Rivières. Bah, la mine, bah, c'est des sujets que vous connaissez sans doute, mais c'est une industrie qui est extractiviste, enfin, c'est prédatrice et dangereuse et néocoloniale. C'est-à-dire que, bah, en fait, ça repose sur l'asservissement de peuples qui sont ailleurs et puis l'accaparement de ressources qui sont aussi ailleurs, notamment bah, pour le cobalt qui est utile bah, dans cet ordi, dans mon téléphone, dans les consoles de jeux, dans les batteries. Je ne veux pas parler que du numérique, mais aussi dans les batteries de véhicules électriques, etc. Le cobalt, quasiment à 80%, est issu de la République démocratique du Congo, où, selon Amnesty International, c'est 40 000 enfants qui sont esclavagisés dans ces mines artisanales qui sont tenues par des milices. D'ailleurs, les Congolais, ils appellent ça ce qui se passe au Congo actuellement. Enfin, actuellement depuis en fait depuis l'avènement de l'ère du numérique, hein, depuis début de 2000, et ils appellent ça la troisième guerre mondiale. Effectivement, il y a pas des pays, la France, l'Europe, les États-Unis, qui sont en train de se battre là-bas, mais c'est eux enfin, c'est nous, occidentaux, qui finançons finalement le fait d'acheter tous ces appareils. On finance finalement en bout de chaîne une milice qui esclavagise des enfants, qui viole. Bah, il y a je ne sais plus les chiffres, mais c'est absolument abominable, hein. Il y a des viols pour accéder à ces ressources. Les femmes se font systématiquement violer, etc. Euh, j'ai vu aussi, bah, comme référence, je vous invite à regarder, c'est passé au cinéma l'année dernière. C'est un documentaire qui s'appelle
euh, de boue et mince, de boue et de mince, je vais retrouver de boue et de sang, de boue et de sang. C'est un documentaire super beau. Ça se passe dans la zone du Kivu en RDC. Et c'est à la fois beau, c'est un beau documentaire et à la fois hyper dur. Mais c'est vachement accessible, hein. Vous n'allez pas en sortir complètement déprimé. Si, un peu quand même, mais c'est vachement beau. Et puis, bah, comme ressource, je vous invite aussi à regarder ce que fait l'association Systext, qui travaille beaucoup sur les controverses minières. Et puis, moi, tout ce qui est écologie décoloniale, je dois ma prise de conscience grâce à un Martiniquais qui s'appelle Malcolm Ferdinand, qui a écrit cet essai qui est pour une écologie décoloniale. C'est vachement intéressant. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais, effectivement. Merci, Michael, pour la précision. C'est effectivement aujourd'hui, il y a un énorme conflit entre le Rwanda qui s'accapare les minerais qui sont extraits en RDC et à l'aide de fichiers Excel qui ils changent la provenance en fait des minerais pour dire que ça vient du Rwanda. Enfin, il y a tout un trafic dans cette région et effectivement, il y a énormément de tensions autour du Kivu. Je poursuis. Après l'extraction minière, il y a une autre forme d'extraction ou de néocolonialisme. C'est dans les usines d'assemblage et petite capture de Trois-Rivières, parce que c'est un sujet que je traite aussi. Euh, Aujourd'hui, en fait, l'usine de Mende, ça reste la Chine, l'Asie du Sud-Est, Taïwan aussi pour les microprocesseurs. Euh, c'est aussi voilà, une forme de néocolonialisme avec un quasi-esclavage hein, dans la production des équipements. Euh, Juste pour faire un focus sur l'usine Foxconn, qui un peu concentre tous les problèmes sociaux finalement. C'est l'usine qui produit notamment 80% des iPhones, mais aussi pas mal de composants pour les consoles, pour Nintendo, pour les ordinateurs, pour plein de choses. Bah, c'est des cadences infernales. Moi, j'appelle ça toi, Michael, tu connais bien. Moi, j'appelle ça la plantation l'habité colonial, la plantation du 21e siècle, quoi. La plantation, c'est donc aux Antilles, pendant l'esclavage, c'était là où habitaient les esclaves, c'était sur la plantation du maître. Il y avait la maison du maître, il y avait les cases des esclaves, et ensuite il y a les champs de canne à sucre. Donc les gens habitaient vraiment sur place et donc se levaient, aller couper la canne, etc., travailler. Et là, en fait, dans les bétaillères chinois, moi, je ne sais pas comment appeler ça, ben, en fait, les gens, ils vivent sur place, ils travaillent quasiment 12 heures, 14 heures par jour et vivent bah, tous dans des espèces de cases. En fait, ils ont des lits superposés avec des cadences infernales de travail. Il y a quelques années, il y a eu un énorme scandale où beaucoup se sont suicidés sur place hein, dans l'usine en se jetant du haut de l'immeuble. Et ce qu'a fait Foxconn pour éviter ça, c'est pas réduire les cadences de travail, hein, c'est ils ont mis un filet. Ils ont mis, ils ont mis un filet pour que les gens ne sautent pas. Voilà. C'est absolument cynique, ouais. Bah, avançons sur la partie déchets recyclage. Alors, même si en France, bon, faut pas s'auto-flageller parce qu'on a pas mal de réglementations en France. On considère que à peu près trois quarts des déchets en France sont traités en France de manière à peu près correcte. Dans le monde, c'est pas du tout le cas parce qu'en fait, là aussi, les déchets électroniques font partie d'un énorme trafic à coût de milliards de dollars de bénéfices pour ceux qui font ce trafic-là. Euh, Jusqu'à récemment, en fait, c'est la Chine qui accueillait les déchets des États-Unis notamment, mais ils ont arrêté hein, parce que voilà, problème géopolitique et puis ils ont dit stop, on veut plus gérer vos déchets. On en a déjà assez à gérer pour nous. Et, euh, et donc bah, aujourd'hui, bah, la déchetterie, c'est surtout bah, en Afrique.
Notamment, il y a une déchetterie qui s'appelle, enfin en tout cas dans le quartier d'Agbo Bloshi au Ghana, qui concentre pas mal de problèmes, notamment de pollution et aussi des problèmes de droits sociaux des travailleurs qui sont le plus souvent entre guillemets, des auto-entrepreneurs ou des gens à la solde de milices, des choses comme ça. Donc globalement, bah, les déchets, juste pour revenir aussi à ce qu'on fait en France, moi j'ai eu l'occasion de visiter un centre de recyclage de déchets électroniques à Montluçon. Bah, en fait, moi j'ai été effaré de découvrir bah, la quantité de déchets qui arrivent, quoi. C'est hallucinant, hein. C'est des montagnes de trucs qui arrivent. Et là, quand on pose la question, en fait, c'est une toute petite part des déchets des Français, en fait. C'est hallucinant. Et ce qu'ils récupèrent, et en fait, bon, peut-être, moi j'avais cette idée reçue il y a quelques années, c'est que le recyclage, ben, on arrivait à récupérer des composants, de la rame, et non, ça c'est du réemploi qui est fait par les assos, qui sont, voilà, qui vivotent, hein. Mais les recycleurs, en fait, ils font pas ça, hein. C'est bourrin, hein. Ils envoient ça euh, comment ils appellent ça, à la broyeuse. Voilà, ils broient les trucs et puis ils récupèrent le plastique, le cuivre et tout ce qui est alliage qui sont dans les ordinateurs, dans les smartphones. On récupère pas grand-chose, hein. Sur un smartphone, on récupère peut-être 1% de matière et le reste, ils appellent ça la valorisation énergétique. C'est-à-dire qu'ils vont cramer et hop, ça fait de la chaleur et ça crée de l'énergie. Voilà, c'est assez cynique et ironique tout ça, mais bon, on traite bien les déchets et puis globalement, il nous reste une espèce de boue à la fin. Et ce qu'on fait de la boue, ben, on va l'enfouir dans le sol très profond. Ouais. C'est ça le recyclage en France. Mais c'est bien fait, hein. Parce que ailleurs, ben, on ne sait pas faire. C'est ça le problème. Alors, bah, hier, quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'il y a peut-être des innovations technologiques pour récupérer les matières? Il y a une usine, il n'y a qu'une seule usine dans le monde à ma connaissance, c'est en Belgique, c'est une méga usine qui essaie de récupérer des matières en dissociant la matière, mais c'est hyper compliqué. Et le problème, c'est même pas un truc technique en fait, où est-ce qu'on va y arriver. C'est un problème aussi d'énergie, de rendement énergétique, parce qu'il faut énormément d'énergie, d'eau, de produits chimiques. Donc derrière, est-ce que on va récupérer les trucs en balançant, en ayant une quantité de produits chimiques derrière quand c'est pas traité? Donc est-ce que ça vaut le coup? Plus l'énergie qui est de plus en plus chère, bah, voilà, on arrive à un espèce de limite, quoi. On peut pas y arriver. Donc moi je dis, bah non, enfin, il n'y a pas vraiment de finalité avec ça. Attendez, hein, il y a quand même des solutions. Cramer le capitalisme. Non, pardon, c'est pas ça. En termes d'usage, là aussi, bah, moi aussi, je dis pour l'usage, c'est aussi une forme de néo-capitalisme parce qu'il y a un accaparement de notre temps par les différentes plateformes. C'est une nouvelle forme d'extractivisme et de colonialisme, hein. Je prends pour exemple 2 heures passées sur Instagram ou TikTok. Hier, j'étais devant les lycéens, je leur disais 2 heures passées sur... Ils devaient rigoler, mais nous, c'est plus que 2 heures. Mais bon, 2 heures passées sur Instagram ou TikTok chaque jour, ça représente sur une année un mois complet. C'est-à-dire un mois complet sans sommeil, hein. C'est un mois à 24 heures. Je trouve ça hallucinant. Alors, comment lutter contre le gaspillage numérique? Bah, c'est une question que j'aimerais vous poser, puis je vous donnerai mon top 4. Donc, la parole est à vous. Selon vous, quels seraient les leviers pour lutter contre le gaspillage numérique? Au sens général, hein, pas que jeux vidéo. Ouais. Faire durer les appareils, ouais. Les réparer, ok. Acheter sur Back Market ou d'autres plateformes, hein, peut-être plus. Ouais, ok. Réduire la qualité, ok. Des vidéos aussi, ouais, ok. Ouais, 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 bah c'est donc OS alternatif, c'est-à-dire, il y en a Debian, Linux, ok, ok, super. D'autres?
d'autres idées? Ouais, ok. Donc, un peu réemployer ou peut-être upcycler, enfin, c'est un terme un peu à la mode, de faire autre chose avec un appareil. Ok. Ouais, j'ai pas d'exemple comme ça, mais notamment avec les smartphones, j'ai vu des réutilisations à but artistique, des choses comme ça, avec des smartphones qui fonctionnent, mais qu'on peut plus utiliser pour un usage courant, mais qu'on peut, je sais pas, afficher, je sais pas, ça peut être un afficheur d'horloge ou un afficheur, vous savez, les trucs qu'on vend pour afficher des photos, là, les cadres photos. Bah, peut-être les réutiliser en forme de cadre photo. Mais bon, je sais pas, est-ce que ça vaut le coup parce que faut le brancher tout le temps, quoi. Ok, bah je vous donne un peu mon top 4. Effectivement, vous l'avez dit, c'est le premier levier, c'est allonger la durée. Alors, en tant qu'individu, hein, mais je vais vous donner les deux parts parce qu'à titre individuel, effectivement, c'est allonger la durée de vie des équipements. En fait, on a des ordinateurs dans nos poches qui sont des foudres de guerre. On se rend pas compte. Moi, quand j'ai commencé, mon premier ordinateur, c'était un ordi. Il y avait 16 mégas de RAM, hein, 16 mégas avec et c'était cadencé le processeur à 1,66 MHz, quoi. Aujourd'hui, on va pas très loin avec ça. Et mon téléphone, bah, aujourd'hui, je le montre, il a 11 ans, hein, ça reste un smartphone ouf, hein, une foudre de guerre, j'arrive encore à écouter ma musique, à aller sur Internet, tout ça. Et pourquoi on ne ferait pas durer tous nos smartphones 15 ans, etc. Donc, individuellement, effectivement, ça passe par changer la batterie, la réparation, le protéger. Mais aussi, bah, il y a un truc collectif, il y a un truc politique à faire là-dessus et qu'on ne fait pas aujourd'hui. Enfin, on va dire les dirigeants qui sont euh, pas, pas à l'échelle locale, hein, c'est à l'échelle européenne notamment, bah, d'imposer l'éco-conception, d'imposer le fait qu'on puisse changer facilement la batterie, de pouvoir changer facilement un composant. Donc il y a des industriels qui ont commencé à travailler sur le sujet. Bon, des industriels entre guillemets, hein, c'est Fairphone. À la base, c'est une petite ONG hein, qui bosse sur un téléphone modulaire. C'est Framework pour les ordinateurs. Pareil, ils sont partis sur le modèle de Fairphone. J'ai pas d'action chez eux, j'ai pas de Fairphone, j'ai pas de framework. C'est juste pour dire c'est quoi l'éco-conception d'un hardware. Et puis voilà, d'imposer en fait le fait que en vrai, on peut faire durer un ordi, franchement, un ordi, on peut le faire durer 20 ans, hein, facile, hein. Tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Non, pas spécialement. Le téléphone, 10 ans, bah là, ça y est, 11 ans, on peut le faire durer 15 ans, 20 ans, hein, je pense, sans problème, hein. C'est même pas c'est pas un problème d'électronique. L'électronique ne s'use pas, hein. La batterie, oui, parce que voilà, il y a un nombre de cycles de chargement qui sont limités par la physique, par la chimie même. Ok, on poursuit. Et puis, ouais, alors, celle-là, elle est pas mal. C'est une publicité dans le métro parisien qui nous, enfin, sur des écrans qui sont allumés 24 heures sur 24, qui nous demandent d'éteindre la lumière quand on part de chez nous. Donc ça, c'est bien parce que ça m'a inspiré une partie dans le jeu vidéo où on a des écrans pubs. Donc ça vient vraiment de là. Et tout ça pour dire, bah, le deuxième levier, c'est bah, réduire le nombre d'équipements. Honnêtement, on n'a pas besoin de ça, hein. Moi, je vois proliférer de plus en plus ça dans les transports, un peu partout. Hier, enfin, dans les salles de réunion, avant, dans les salles de réunion, il y avait pas d'écran, il y avait un rétroprojecteur. Aujourd'hui, on n'a pas un seul écran, on a un, deux, trois, on a des écrans sur chaque mur. Ouais, pourquoi? Dans les métros, bah, des écrans publicitaires. Alors là, c'est complètement inutile, quoi. La publicité, en plus, les effets rebonds de la publicité. Bon. Et il y a un problème aussi de taille. La taille compte. Et effectivement, dans les écrans, il faut. Aujourd'hui, en fait, on est en train d'augmenter la taille de tous les écrans des smartphones, la taille des écrans. Hier, donc, j'étais au Conseil régional d'Île-de-France. Il y a un magnifique, donc Valérie Pécresse a installé un énorme écran de 15 mètres. Je me suis cru à Vivatech, quoi. Euh, je vous jure, il fait
Il fait 3 mètres de haut et 15 mètres de large. Je ne sais pas à quoi ça sert. Et ça affiche 2 fois la même image à gauche et à droite, et au milieu, on peut passer des slides. Super. Et c'était allumé tout le temps. Troisième point, donc refuser les usages inutiles. Bah, voilà, enfin, à titre individuel, mais aussi, bah, pareil, il faut politiser la chose, hein. Les politiques, ils ne sont pas du tout sur ces sujets-là, hein. C'est transformation numérique à fond, on y va. Et jamais on questionne les usages inutiles. Aujourd'hui, enfin, encore avant-hier, hein, c'était Choose France, venez installer vos data centers chez nous, et jamais notre président ne pose la question, mais pourquoi faire? Enfin, personne ne pose la question, même les journalistes ne lui posent pas la question. Ah oui, c'est bon pour l'économie, oui, ça va créer des emplois. Ça va créer de l'emploi que dalle, en fait. Ils vont installer des data centers et il y aura juste un gardien du data center. Il n'y a aucune retombée pour la région. Euh, voilà, on ne questionne pas à quoi ça sert ces usages du numérique. Là, les data centers, bah, c'est pourquoi? Bah, c'est pour l'IA, pour Meta, pour les entreprises américaines. Et c'est pourquoi on- on- on met le tapis rouge pour Google, Meta, etc. En fait. Donc, et alors qu'on souhaite la souveraineté, oui, il faut qu'on installe nos data centers chez nous, mais en invitant Google, Meta. Et bon, voilà. Et puis, bah, le dernier point, c'est effectivement bah, chasser les sources d'obsolescence. Bah, ça sera, bah, tu l'as dit tout à l'heure, donc effectivement, bah, chasser Windows, installer du Linux, passer à tous les OS alternatifs. Et puis, bah, il y a l'aspect éco-conception, mais ça, on va le voir tout à l'heure. Bah, comment faire en sorte qu'un jeu vidéo puisse fonctionner sur un téléphone qui a 11 ans, sur la Nintendo Switch. Bah, tiens, je vais développer aussi un jeu qui fonctionne bah, sur tout type d'appareil, en fait. Qu'on ait la dernière console ou une ancienne, qu'on ait un ordinateur qui n'est pas très puissant, qui a enfin, je sais pas, 4 gigas de RAM ou 16 gigas, bah, ça fonctionnera de la même manière. Voilà, c'est chasser toutes ces sources qui font ramer les appareils, et donc c'est des sources d'obsolescence. Et c'est pas que de l'obsolescence programmée, hein, parce que du coup, nous aussi, on peut programmer l'obsolescence, hein, comment on conçoit nos jeux. Alors, petite question pour vous faire participer. Selon vous, quel système d'exploitation est le plus répandu dans le monde? Linux? Ouais. Windows? Non, Linux et Windows? Linux puis Windows? Vous avez tout faux. C'est le capitalisme. Ça a été facile. Le capitalisme? Non, je sais pas. Mais oui, on doit être plutôt proche de. Bah, en tout cas, Linux, il fait tourner tout ce qui est côté serveur. Et côté ordi, je pense que Windows est largement au-dessus encore, malheureusement. Une autre métaphore, là un peu plus soft. La low-tech, la sobriété numérique, ça ressemblerait pour moi à ça, à un petit paysan qui laboure avec amour son champ, avec son âne ou pas d'ailleurs, et qui ferait de l'agriculture bio pour nourrir les gens autour. Euh, la high-tech, telle qu'on la connaît aujourd'hui, bah, c'est la moissonneuse-batteuse très bourrine qui va cultiver. D'ailleurs, vous savez, en France, on est à peu près à. Quelle est la part d'agriculture qui sert à l'être humain? Vous savez pas? C'est très peu. On doit. Ouais, tu l'as le chiffre? Comment? 20%? Ouais, je crois qu'on est à peu près dans cet ordre d'idée. On ira fact-checker, mais je crois qu'on est à peu près de cet ordre-là. Donc, quand les agriculteurs, enfin, en tout cas, l'agro-industrie nous dit: Ah ouais, mais nous, on donne à manger aux Français, on fait à manger pour vous. Ben, en fait, non. Ils font surtout, ils cultivent soit pour bah, l'élevage bovin, en fait, soit de plus en plus pour l'énergie, en fait, pour le biocarburant et les méthaniseurs.
Voilà, on cultive d'énormes champs, on crée des méga-bassines, etc. Pour ça, en fait, c'est hallucinant, quoi. On marche sur la tête. Et donc, l'IA arrive, et là, c'est une horde de moissonneuses-batteuses. Pour moi, c'est ça l'intelligence artificielle aujourd'hui, que j'utilise par ailleurs, hein, parce que voilà, mais je suis assez critique par rapport à son usage qui est en premier lieu lié à des activités militaires, hein. L'IA pour générer du Ghibli, ça c'est mignon, hein, c'est rien. Mais pour aider à des frappes chirurgicales, comme vous le voyez sur cette image, c'est très beau, hein, c'est pas très chirurgical, mais c'est surtout l'IA qui est aujourd'hui en action. Bah, j'ai déjà parlé de Macron. Choose France, bah, ça c'était déjà il y a quelques années, bah, il nous avait déjà sorti ce technosolutionnisme bas carbone, comme je l'appelle, où il invitait les entreprises à plug, baby plug, venez vous brancher à notre énergie bas carbone, oui, nucléaire, on va installer des centrales nucléaires. Sauf que bah, avec l'IA, bah, voilà, on n'a plus du tout idée de ce qu'on fait en fait avec l'IA. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'être comme ça derrière mon ordi. Bon, bah, je suis un peu perdu derrière tout ça. Bien sûr, les data centers, bah, c'est aussi évoqué dans Trois-Rivières. Voilà, des petits spoilers. Euh, j'ai un pote, Louis Dérac, qui a fait un petit schéma, voilà, une petite proposition de ce que pourrait être le numérique acceptable. Ce serait un numérique qui serait émancipateur et non aliénant, choisi et non subi, et soutenable humainement et environnementalement. Voilà, il écrit pas mal d'articles super intéressants. Euh, et puis, j'en viens, si vous avez des questions, on peut faire des petites pauses, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vais boire un petit peu. Bah, je vous laisse peut-être lire. J'ai rejoint récemment une asso qui s'appelle Game Impact, qui est vraiment chouette. Et, euh, et ouais, enfin, j'ai découvert ça l'année dernière, enfin, l'asso l'année dernière. Je me suis dit, ah, enfin un peu de politique dans le jeu vidéo, quoi. C'est rafraîchissant. Et juste pour vous donner des exemples, donc ils ont créé un espèce de référentiel d'éco-gaming, comment jouer de façon un peu responsable, un peu écolo, même si bon, ça reste assez tiède hein, par rapport à ce qu'on a vu, hein, c'est les prémices. Notamment bah, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est de vraiment faire attention à l'acte d'achat, c'est le plus important, de faire durer le matériel et puis bah, privilégier l'occasion, le reconditionner. Alors il y a d'autres recommandations liées à la qualité par rapport aussi à l'accès à la vidéo, les paramétrages des jeux, etc. Il y a il y a une initiative depuis quelques années qui s'appelle Gyros, qui permet de, bah, c'est un outil, c'est une asso, un outil qui permet de mesurer l'empreinte environnementale d'un studio. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, je crois, pour accéder aux aides du CNC, il faut produire cette empreinte du studio et aussi du jeu vidéo. C'est par rapport à l'usage, enfin au nombre de téléchargements, etc. Je ne sais plus exactement les indicateurs. Euh, voilà, je vous invite à aller voir si besoin. Et je vais vous parler de l'éco-conception du jeu vidéo, mais je vais prendre exemple seulement sur mon jeu vidéo. J'ai pas énormément de retour d'expérience, hein. Voilà, vous allez prendre mon retour d'expérience comme, voilà, j'espère intéressant. Ça reste un tout petit jeu vidéo Trois-Rivières, mais quand même, on a essayé d'avoir, euh, en tout cas, de mettre en place des choses. Oui, juste pour vous dire, parce que moi, en fait, le sujet d'éco-conception numérique, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé. C'est vrai que j'ai pas donné tout mon CV au début, mais j'ai travaillé à la direction interministérielle du numérique, donc au service de l'État. Et on a produit un référentiel, on a produit un guide d'achat, on a produit des guides de bonnes pratiques, et aussi un référentiel d'éco-conception, et pas que à destination des développeurs, hein, mais aussi à destination des UX, des graphistes, et même des utilisateurs de services numériques. Euh, et du coup, voilà,
donc on a produit un référentiel qui s'appelle le RGESN, Référentiel général d'éco-conception de services numériques, qui est disponible en ligne. Et puis bah, là, je me suis posé la question par rapport à un jeu vidéo, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Bah, le jeu vidéo, globalement, bah, celui qui a le moins d'impact, c'est celui qui n'existe pas, hein, finalement, comme partout, hein. Euh, et puis bah, finalement, l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, elle est hyper capitaliste, hein, je vous cache rien, malheureusement. Mais heureusement qu'on est là en tant qu'indépendant, en tant que petite structure, où on essaie de faire des choses un peu plus politiques et un peu moins business, on va dire, en tout cas capitaliste. Donc, ouais, voilà, le référentiel dont je vous ai parlé. Bah, j'ai pris le référentiel, donc pour préparer la présentation, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, qu'est-ce qu'on pourrait grappiller dans ce référentiel qu'on pourrait appliquer aux jeux vidéo. Donc, bah, la toute première, le tout premier critère, c'est est-ce que le jeu a été évalué favorablement en termes d'utilité en tenant compte de ses impacts environnementaux. Donc, effectivement, on va créer un jeu, mais est-ce que globalement, qu'est-ce qu'on va raconter dans ce jeu finalement? D'amener un peu de peut-être un sujet politique. Si c'est pour faire juste un jeu de guerre, Call of Duty, machin, enfin, quel est l'intérêt de ça, quoi? Par contre, si je veux raconter une histoire, si je veux sensibiliser sur quelque chose, éveiller des consciences sur une thématique, et il y a pléthore de jeux aujourd'hui qui sont vachement intéressants. Et d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure. Deuxième point, le jeu est-il jouable sur d'anciens modèles de terminaux? Donc ça, je vous en ai parlé aujourd'hui, tout à l'heure. Est-ce que ça peut être compatible sur des consoles, des ordinateurs les plus anciens, sur smartphone aussi, si vous produisez des jeux pour mobile. Le jeu est-il jouable via une connexion bas débit ou hors connexion? Donc effectivement, si le jeu a besoin d'Internet pour fonctionner, veiller à ce qu'on puisse quand même jouer lorsqu'on n'a pas la fibre ou une énorme connexion, on n'a pas besoin de la 5G. Est-ce que le jeu est-il jouable sur d'anciennes versions du système d'exploitation ou du navigateur web? Voilà, encore une fois, pour éviter les problèmes d'obsolescence. Et puis peut-être une bifurcation sur la thématique 8 qui est plutôt sur l'hébergement. Est-ce que le jeu utilise un hébergement ayant une démarche de réduction de son empreinte environnementale? Voilà. Donc c'est des questions qu'on peut se poser. Je ne sais pas si Gyros inclut tout ça, je ne crois pas encore. Ça reste sur l'empreinte Mais n'hésitez pas si vous connaissez un peu plus Gyros, si vous voulez en dire quelques mots. Et donc, bah, sur Trois-Rivières, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a mis en place, même si l'éco-conception, c'était pas, bah, c'était un peu, c'était là, quoi, c'était de base. C'était pas un sujet, on va pas faire un jeu, on va démontrer l'éco-conception de jeux vidéo. C'était pas ça du tout l'idée. Moi, j'avais une histoire à raconter. C'était surtout ça. Et puis, en fait, bah, on avait des contraintes. Donc, je vais y revenir. Donc, c'est un jeu, bah, j'ai eu la chance d'avoir un peu de financement du ministère de la Culture et de l'ADEME. Donc, l'argent de nos impôts, comme je dis souvent. Euh, et dès le début, en fait, ce que je voulais, c'était. Bah, je voulais pas partir sur du Unity, du machin. Je voulais pas un jeu qui soit lourd, qu'on doive télécharger énormément de choses ou devoir l'installer. Je voulais vraiment que ça soit jouable rapidement dans le navigateur web. On ouvre le navigateur, on tape une adresse, hop, le jeu est là. Donc c'est pour ça que je suis parti sur une librairie qui s'appelle Phaser. Je connaissais pas, je connaissais juste de nom. Je sais que ça faisait je crois qu'elle a 12 13 ans, quoi, cette librairie. Donc ça fait longtemps qu'elle est là. Donc je me suis dit, bah ouais, et c'est open source, etc. Donc me baser sur quelque chose qui existe depuis un moment, qui est léger. Donc je suis parti là-dessus. Je suis parti là-dessus après avoir fait un prototype. J'ai téléchargé des assets gratuits, j'ai fait un petit test. Donc bah, le jeu Trois-Rivières, pour rien vous cacher, bah, c'est très inspiration Zelda à l'ancienne, quoi. On explore un petit village. Donc je voulais déjà tester ça, de comment créer une map, etc. Donc ça a été validé assez rapidement. Et c'était hyper léger, ça fonctionnait sur mon téléphone de 11 ans, encore une fois. C'était super important de voir que ça rame pas, ça lag pas et qu'on puisse faire vraiment des choses intéressantes.
Euh, donc voilà, c'était important de veiller à que ça fonctionne vraiment, que ça soit sur ordinateur, tablette et iPhone. C'est vraiment un truc que j'ai testé dès le début en fait, avant de partir trop loin. Après sur le jeu, bah, en fait, on n'a pas, bah, on était contraint financièrement. Vous avez sans doute ces contraintes-là aussi. Donc, bah, en termes d'assets, on était assez limité. Donc, on a vraiment fait vraiment un minima en termes d'animation. Voilà, vous avez les personnages où il y a très peu de frames d'animation. Sur le village aussi, on a quelques frames d'animation. Enfin, c'est une ou deux frames juste pour montrer que ça bouge un peu, mais c'est vraiment light, hein. Il n'y a pas de 3D, c'est que de la 2D. Et pareil, on a essayé d'homogénéiser les interfaces, notamment, bah voilà, dans le jeu, on a des interfaces qui sont toujours les mêmes. Le mégaphone là qu'on retrouve de temps en temps, voilà, on a mutualisé à fond. Et puis, bah, globalement, on arrive à un poids du jeu qui pèse 14 mégas. Mais en fait, la majorité du poids du jeu, c'est les musiques et le son. À la base, moi, dans mon idée, c'était de créer de la musique qui est jouée, enfin, une partition qui est jouée par l'ordinateur, quoi. Et donc là, on aurait codé juste une partition, hein, c'est quelques kilooctets. Bon, malheureusement, bah, faut aussi les compétences pour le faire, hein. Et moi, j'ai travaillé avec un musicien vraiment talentueux qui m'a composé, qui a fait la musique du jeu qui est vraiment magnifique. Je vous invite à l'écouter. Euh, et donc, c'était trop compliqué de partir sans. Effectivement, avec le jeu, enfin, le style du jeu un peu à l'ancienne, c'est vrai qu'on aurait pu avoir une musique un peu 8 bits qui serait. Mais bon, on n'a pas pris cette direction-là parce qu'on n'avait pas le temps de partir à faire de la partition, à faire jouer par l'ordinateur, tout ça, c'était trop compliqué. Mais ça aurait pu être un levier pour vraiment atterrir sur un jeu qui pèse 4 mégas, quoi. Euh, Quelque chose de hyper important pour, en tout cas pour la conception, l'éco-conception du jeu aussi, hein, c'est de pouvoir tester rapidement. Et ça, on a pu le faire en 2 sessions dans une médiathèque. Donc là, c'est les ados, les enfants qui ont pu tester le jeu. Parfois, là, on était à peu près à 2 tiers du jeu. Il n'était pas finalisé, mais l'idée, c'était de tester rapidement, d'avoir des retours des utilisateurs assez tôt. Donc ça, je vous invite vraiment à avoir vraiment des feedbacks de joueurs vraiment très rapidement. Parce que, en fait, on se rend compte de choses. Nous, on a beau tester, nous, dans l'équipe, on ne se rend pas compte de certaines choses, hein, vous le savez déjà. Et ce qui a été important dans la conception et l'éco-conception, c'est la gestion de projet. C'était hyper important parce que, encore une fois, on était limité en termes de ressources financières, en termes de temps passé ensemble. Parce que aussi, donc j'ai travaillé avec David, et David était en région parisienne, mais on se voyait en visio, avec Philippe qui est à Nantes. On se voyait en visio 1 heure tous les vendredis. C'était hyper important d'être hyper cadré en termes de gestion de projet. Donc on a utilisé un seul outil, c'est sur Miro, où on mettait voilà, la mind map, la story map, euh, où on a défini un peu les personnages, vraiment, et pareil de se dire bah, voilà, quels sont les éléments différenciants de chaque personnage. Est-ce qu'on l'anime ou pas? Bah, les PNJ, finalement, comme je vous ai dit, c'est animé, il y a 2 frames d'animation, quoi. Juste pour montrer que ça bouge un peu, mais malheureusement, on n'est pas parti sur un truc où les personnages, les PNJ se déplacent, etc. Ça, c'était un choix aussi contraint, quoi. Mais finalement, ça rend bien. Et puis pareil sur les jeux, il y a des petites parties où il y a des mini-jeux que j'ai montré tout à l'heure, où il y a de l'assemblage par exemple, où il y a un jeu dans la mine. Et là pareil, bah, il fallait aller assez vite et on ne pouvait pas itérer, euh, on va, de faire plein de versions différentes, quoi. Donc l'idée c'était déjà de se dire bah, sur papier quoi, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Ensuite on essaie de passer un peu sur l'ordinateur et de se dire bah ouais. Ça pourrait être ça, comment ça peut rendre visuellement. Et pareil, bah, d'avoir un écran figé, hein, on n'explore pas toute une usine, etc. Et globalement, bah, finalement, on est assez satisfait. Et puis, bah, les retours qu'on a sont hyper positifs. Tout ça voilà, de faire en sorte que c'est des choses vraiment simples, en fait, et qui demandent peu d'assets et peu de ressources aussi numériques. Voilà, l'équipe, donc David et Philippe.
Donc vraiment, c'était hyper important dans ce jeu-là, à la fois dans la conception et l'éco-conception, parce que je les ai aussi sensibilisés sur ce sujet-là, même si ils étaient déjà engagés voilà, sur les sujets de société aussi, hein. Donc l'éco-conception, finalement, c'était aussi, c'est venu avec le fait qu'on ait beaucoup de contraintes, pas beaucoup de temps, pas beaucoup de ressources financières. Donc finalement, l'éco-conception était aussi une alliée par rapport à ça. Et puis, bah, globalement, moi, je vous invite vraiment à, voilà, à refuser tout ce qui est débauche technologique, en fait, à en mettre plein les yeux. Je pense que par rapport à cette expérience, nous, notre priorité, c'était de montrer, de raconter une histoire, avant tout. Pas forcément avec un gameplay hyper original, hein, mais il faut avoir un bon gameplay. Pour avoir une belle histoire, il faut avoir un bon gameplay. C'est- c'est- Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, n'hésitez pas si vous voulez en parler. Même si le gameplay n'est pas original, l'histoire doit l'être, je pense. Ça, c'est hyper important. Et puis, l'éco-conception du jeu ne suffit pas. Voilà, on va passer sur la dernière partie. Euh, alors, moi, je fais partie d'une coopérative qui s'appelle Copanam. C'est une coopérative un peu avec plein de profils différents, hein. Il y a des élagueurs d'arbres, il y a un coach vocal, voilà. Il y a un peu de tout. Et donc, moi, je suis développeur dans cette coopérative. On est une quinzaine dans le métier du numérique. On est à peu près 500 un peu partout en France. Donc voilà, si vous cherchez, vous voulez pas faire créer une boîte, vous voulez pas être auto-entrepreneur, la voie du milieu, c'est les coopératives, les sociétés coopératives, qui mériteraient d'être un peu plus connues. Donc, bah, j'ai découvert aussi des studios qui sont sous forme de coopératives. euh, je crois autour d'Angoulême, mais bon, c'est Motion Twin, ils sont en coopérative? Ok, cool. En Scope, ouais. Ouais, Scope, c'est un des statuts coopératifs. Euh, donc voilà, en tout cas, donc les coopératives, ça appartient aux salariés, hein. Et tous les bénéfices reviennent aux salariés. Il n'y a pas d'actionnaire qui va. Voilà, aujourd'hui, le modèle de l'entreprise, c'est celui qui a créé la boîte, c'est lui qui prend les risques, c'est lui qui prend l'argent derrière. Euh, et puis, bah, je crois que Michael, tu seras d'accord avec moi, et, décolonisant le jeu vidéo. Euh, ça- je vous invite à regarder un peu tous les travaux. Bah, j'y reviendrai, mais j'ai parlé aussi d'une ressource avant le jeu vidéo, décolonisant nos imaginaires aussi. Donc, pour une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, globalement, en politisant le jeu vidéo, hein, utilisant le jeu vidéo pour, euh, pour raconter d'autres histoires, d'autres imaginaires que les imaginaires dominants. Il y a des assos, peut-être vous connaissez, Perso Caché, Afrogameuse, je crois que Michael, tu es chez Afrogameuse. Voilà, si tu veux en dire quelques mots, mais peut-être tu en as parlé ce matin. Perso Caché, ouais. Donc, que j'ai découvert aussi en préparant cette présentation. Enfin, j'ai vu passer ça. Je connaissais pas encore. Donc, qui promeut la diversité aussi dans tout ce qui est streaming. Euh, Chez Game Impact, donc l'asso, j'essaie de les représenter, hein, mais franchement, je suis adhérent depuis très peu. Je crois que j'ai pas encore payé mon adhésion. Euh, mais voilà, enfin, en tout cas, ils ont produit des choses vraiment très bien depuis quelques années, donc notamment un guide représenter la diversité, voilà, que vous trouvez gratuitement sur le site de Game Impact. J'en ai parlé tout à l'heure, une sélection de jeux qui sensibilisent à certaines choses, des sujets écologiques, des sujets de société, des sujets de diversité, s'ouvrir aux autres, etc. Donc une sélection qui est assez intéressante parce qu'en fait on a une sélection pour enfants, pour ados, pour adultes. Game Impact qui a produit un documentaire, The Blood on Our Controllers, excusez-moi pour l'accent. C'est un documentaire qui met en lumière les problèmes dans l'industrie du jeu vidéo par rapport au lien avec les industries militaires et aussi la représentation des Arabes dans les jeux vidéo, hein. Les Arabes, c'est des terroristes. Voilà. Et donc, c'est un documentaire de près de 2 heures qui est vachement intéressant, où la question palestinienne aussi est vachement abordée.
Et puis voilà, ma petite sélection de bouquins qui m'a ouvert les yeux à plein de choses. Donc sur l'empreinte du numérique, une journaliste bah, qui est devenue amie aussi, Célia Isoard, La ruée minière au XXIe siècle. Donc c'est une journaliste qui est allée sur les terrains, hein, sur le terrain dans les mines, pas en RDC malheureusement, mais en Espagne, au Maroc. Et là, en fait, elle dénonce l'extraction minière pour la transition bas carbone. C'est vachement intéressant. Donc, je vous invite à lire ça. Un peu plus vieux, c'est L'âge des low-tech de Philippe Biwix, c'est un livre, vraiment, je vous invite à le lire. C'est hyper drôle. Je crois que c'est de 2012 et c'est toujours pertinent. Encore plus vieux, Ivan Illich, La convivialité, c'est 1972. Bon, il y a des propos qui sont dans son temps, dans son jus, mais ça m'a ouvert les yeux à pas mal de choses, notamment bah, sur notre relation à la technologie globalement, notre relation aussi à la voiture. Enfin, il est très critique de la bagnole. Voilà. En tant que militant vélo, bah, j'adore, même si j'ai une bagnole, il n'y a pas de souci. Euh, donc, une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand, bah, gros coup de cœur, claque. Voilà. Et puis, bah, Timothée Paric, bah, tout ce qui est question de décroissance. Bah, ce qui est pas mal avec Timothée, c'est qu'il arrive à vulgariser. Enfin, c'est un économiste. Moi, je pense que j'aurais jamais lu un économiste, hein, honnêtement. Voilà. Mais il arrive à vulgariser en disant et en donnant envie, en fait, de se dire, bah, déjà, tout ce qu'on entend parler bah, sur les chaînes d'infos, tous les tacles que se prennent bah, les personnes qui militent pour la décroissance, bah, en fait, ils savent pas ce que c'est la décroissance. Et lui, il arrive à vulgariser et à donner envie. Donc, je vous invite vraiment. C'est un tout petit essai, hein, c'est vraiment accessible. Et puis, pour finir, bah, jouer à Trois-Rivières. Merci beaucoup. Je sais pas si vous avez des questions. J'ai été peut-être un peu long sur tout ça, mais voilà. Ouais. Moi, j'ai une. Est-ce que tu connais Fun Story de Mall Industria? Parce que si tu connais pas, il faut que tu ailles voir parce que du coup, il y a plein de liens en connaissance où en fait, c'est quelqu'un qui a fait justement sur les téléphones et qui a montré toute la chaîne de conception et de justement cette critique où quand tu parlais des ranchines qui se suicidaient, et il le reprend dans le jeu où en fait, c'est toi qui dois rattraper les employés qui se suicident. Et le jeu est horrible sur beaucoup de choses et en fait, c'est assez je vois les liens entre les deux jeux et en fait, c'est assez drôle de voir. Et Mol Industria, et c'est un développeur qui justement est très Italien. critique sur le jeu vidéo. Ah ouais. Bah, en fait, j'ai découvert il y a quelques semaines seulement. Et du coup, j'ai fait wow! Et en fait, il avait vachement d'avance. C'était 2011 le jeu. Et il a essayé. Alors, bah, merci beaucoup. Parce que du coup, ça me permet de raconter l'anecdote. En fait, dans le jeu, il critique vachement Apple aussi. C'est un tout petit jeu. Et il a essayé de le publier. Donc, il a réussi d'ailleurs sur l'App Store. Ça, c'est resté un jour sur l'App Store avant d'être censuré. Et bah, du coup, je l'ai contacté, c'est un Italien. Je lui ai dit, ah, ouais, je découvre ton jeu, ouais, t'es précurseur, bravo, voilà, Trois-Rivières, sans prétention. Et il m'a répondu cool. Je voulais lancer une discussion, je voulais échanger avec lui, il m'a dit, oh, bah, cool. Ah. Et mais, apparemment, ouais, il est spécial et quand même assez militant. Et je pense ouais, il a plus de, comment dire, de bouteilles par rapport à tout ce qu'il a fait, parce qu'ils ont fait pas mal de, enfin, parce que, il au pluriel, parce qu'ils ont, je crois qu'ils sont à plusieurs, mais bon, c'est un mec surtout qui est derrière ça, et ils ont fait des jeux aussi sur McDo, c'est absolument horrible comme jeu, où il faut élever des vaches, et ensuite il faut servir les clients après avoir battu la vache, etc. Enfin, toute la chaîne dégueulasse. Euh, voilà. Ben, merci pour le lien. Ouais, ouais. Fun, Fun Impact. Vas-y. Fun Story, Fun Story.
Hello, ben déjà bravo pour Trois-Rivières. Alors, je voulais préciser, mais je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Trois-Rivières, c'est une ville en Guadeloupe. C'est le nom d'une ville en Guadeloupe, donc je sais que c'est un gimmick par rapport à ça. C'est aussi une ville au Canada, a priori. Oui, je pense que c'est quelque chose comment dire, sur lequel insister, le fait de faire des jeux enfin vraiment c'est une perf de ouf de faire un jeu qui est à 14 mégas. C'est quelque chose que je pousse depuis des années aussi à dire, bah, en fait, il y a des jeux très cool. Moi, par exemple, je suis fan d'un jeu qui s'appelle Dawnwell, qui est juste en noir et blanc et qui est peut-être j'ai passé des centaines d'heures dessus. Juste un jeu de pure action où il suffit de descendre à travers un puits et un roguelite. Donc voilà, le fun, c'est pas juste avoir des beaux graphismes, avoir quelque chose qui pète. Et effectivement, quand on a un petit studio, on a tendance à se dire, bon, un jour, je ferai des beaux jeux, des grands jeux, des jeux. Enfin voilà, le Center Plus, c'est pas forcément des beaux jeux. Et je voulais insister là-dessus. Et surtout, te poser la question, est-ce que Trois-Rivières, c'est un one-shot ou est-ce qu'effectivement, tu as d'autres projets qui sont dans cette verve-là? Merci pour la question. Ouais, effectivement. Alors, Trois-Rivières, parce que dans le village, dans le jeu, effectivement, il y a Trois-Rivières. C'est venu de là. Sauf que, oui, je voulais un petit clin d'œil par rapport à la Guadeloupe. Et ma compagne aussi, elle est de Martinique. Il y a le rhum Trois-Rivières, pour ceux qui aiment boire. Voilà. Donc, ça permettait de faire les liens. Et puis, bah, tu as tous les Canadiens qui me disent, ou pas, ah oui, mais c'est au Québec. Oui, mais non, c'est pas ça. Ouais, et sinon, bah, j'espère que c'est pas one shot. Moi, j'aimerais bien continuer à développer des jeux un peu politiques. Donc là, si vous connaissez des gens à la commission du CNC, dites-leur, il faut que tu soutiennes ce projet. Bah, j'ai un projet, j'en parlais tout à l'heure à l'équipe, un projet qui s'appelle pour l'instant The Community, ou dans un jeu, c'est un jeu un peu narration-gestion, où on va essayer d'explorer on va dire les écolieux, les habitats participatifs en marge du capitalisme. C'est un espèce de Animal Crossing. Je veux un jeu un peu cosy, mais avec des sujets adultes. Donc à la fois cosy et à la fois, bah, on va pas éviter aussi les conflits, comment on accueille des personnes différentes. Voilà, voilà le projet. Puis j'espère, j'aimerais déjà avoir l'aide à l'écriture du CNC et puis pouvoir le développer. Question, est-ce que tu as, du coup, dans ton éco-conception de Trois-Rivières, de ce qu'il en ressort, etc., de la situation justement de l'industrie, des habitudes, comme tu disais, de développeurs, enfin voilà, de l'industrie, de faire des jeux qui sont parfois toujours plus importants, même si, bon, on s'aperçoit quand même que le scope, il y a de plus en plus de jeux plus petits qui arrivent à performer et qui arrivent à arriver sur le devant de la scène. Est-ce que toi, tu as identifié aujourd'hui dans l'éco-conception, justement, un peu des éléments types qui puissent être applicables finalement, une sorte de manuel des castors juniors de la bonne conception, enfin de l'éco-conception du jeu vidéo? Euh, Bah, je vais faire référence à ma slide là. C'est la GABJ en fait. C'est refuser la débauche technologique. Et c'est surtout, en fait, c'est travailler l'histoire. C'est d'abord qu'est-ce que tu souhaites raconter. Donc et qu'est-ce que tu peux utiliser comme minimum d'assets. Aujourd'hui, moi j'adore tout ce qui est jeux indépendants qui utilisent très peu de choses. Même si j'adore Zelda, Breath of the Wild, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est la débauche technologique, honnêtement. Mais j'adore les jeux où. Enfin, moi, j'ai adoré jouer à Dordogne, tu vois. C'est un tout petit jeu. Euh, euh, voilà, bah, avec très peu de choses, tu peux avoir une histoire qui émeut, qui t'embarque. Donc, le levier, pour moi, c'est d'abord travailler l'histoire. Qu'est-ce que tu souhaites raconter? Et c'est pas. Je pense que sur certains jeux, ça se voit, en fait, que on est parti surtout pour faire une démonstration technologique. Après, je suis pas un gamer, j'ai pas plus d'exemples en tête. Moi, je suis pas un joueur de triple A, à part Zelda et compagnie. Mais, tu vois, c'est pas parce que j'aime pas ces jeux-là, en fait. J'aime pas. Et au-delà du fait que j'ai viré technocritique, hein, même avant, j'ai jamais joué à Call of Duty, etc. Tu vois. Donc moi, ce qui est important, c'est quelle est l'histoire que tu souhaites raconter.
D'ailleurs, merci pour cette présentation. Encore une fois, c'est frais. Ça fait du bien aussi de voir ce genre de présentation. Je voulais revenir un petit peu justement sur ces 14 MO et cette production sur 14 MO, 10 MO à peu près de musique. Tu nous disais, est-ce que c'est quelque chose qu'on obtient à la fin de la production ou est-ce que c'est quelque chose que dès le départ on a en tête? Tu en as un petit peu parlé avec la limitation des assets, mais ou est-ce que c'est quelque chose qu'on raffine au fur et à mesure et à la fin on se dit, ok, jusqu'où je peux aller pour baisser absolument si c'est un objectif, de baisser absolument cette taille à la fin de fichier, quoi. Alors, bah, c'était un objectif parce que je voulais faire un jeu web. Donc, web, tu peux pas te permettre de charger indéfiniment, sinon le joueur il va partir, quoi, tu vois. Donc, c'était effectivement un objectif d'avoir un truc léger, mais un objectif chiffré, non. Ça, je l'ai découvert à la fin. Par contre, je l'ai découvert enfin, sur les MP3, en fait, sur la partie code, donc c'est JavaScript. euh, Là, j'ai très peu agi. Enfin, il y a déjà un truc qui fait le bundle, on va dire, donc qui compresse au maximum. Mais par contre, sur le MP3, bah, j'ai fait de la compression a posteriori, puisque David produisait des trucs top qualité, et derrière, moi, j'ai passé une moulinette pour réduire un peu plus. Sinon, bah, c'était x3 quasiment en termes d'MP3. Mais oui, on a découvert plutôt à la fin, même si on était serein par rapport à ça, tu vois. On savait qu'on n'allait pas faire un jeu de 100 mégas, ça c'était sûr. Euh, Bah, ouais, 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 non. Mais c'est vrai il y a dernièrement, enfin non, pas dernièrement, il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui m'a contacté, ouais, qui m'a dit pourquoi avoir choisi MP3 plutôt un autre type de format qui aurait pu être plus compressé, etc. On n'y a pas pensé à la base et le travail a été déjà exporté en MP3 et puis bon. Après, je pense que le gain n'aurait pas été énorme. Je ne sais pas classiquement quel est le. Tu as des facteurs de réduction Oui, on peut utiliser du FLAC. Ouais. Ouais. Ça réduit. OGG, ouais, je crois que c'est OGG plutôt. Après, on n'avait pas. En fait, on avait plein de petits effets sonores. Après, il y avait d'autres techniques comme on peut faire du sprite de musique aussi qui permettent de réduire un petit peu, de mutualiser des choses. Bon, je ne suis pas parti là-dessus, c'était beaucoup plus compliqué. Euh, et par rapport à la musique, on n'a pas énormément de musique. Je crois qu'il y en a qui dépassent la minute, c'est 4 ou 5. Donc il y avait pas. Je suis pas sûr peut-être on aurait pu réduire d'un méga en plus. Je sais pas, à voir, à tester. Mais là encore, il faudrait repartir de la source, donc demander à David parce qu'on peut pas. Le problème, c'est on peut pas transformer un MP3 en OGG, ça risque d'être un peu compliqué, mais il faut partir vraiment de la source. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire par là? Ah oui, sur les problèmes de cut, bah là, classique, on a fait bah, sur Audacity, voilà, je vérifiais de faire un fade in, fade out pour éviter les problèmes si ça boucle, mais j'avais très peu de son qui bouclait, donc c'était assez facile à corriger. Voilà. Bonjour. Voilà. Question que j'avais posée il y a 5-6 ans, mais on n'avait pas de recul apparemment, sur est-ce qu'en impact environnemental, c'est mieux le démat que le physique? Merci. Alors, moi je vais partir j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le référentiel d'éco-gaming de Game Impact. Dans
Il est où? Il est loin. Voilà. Il y a une des recommandations, c'est effectivement d'utiliser plutôt les jeux des maths. Quand tu parles de jeux des maths, c'est d'acheter le jeu. Ouais, voilà. Les jeux en streaming. Ouais. Ordinateur. Et est-ce que dans le long terme, avoir juste des boîtiers qui serviraient à faire son ordi plutôt que racheter des ordinateurs, ça serait moins impactant que racheter des ordinateurs à chaque fois. Encore une fois, je ne sais pas si on a encore le temps long pour dire que c'est une bonne option, surtout que maintenant il n'y en a plus tant que ça. Mais sur les jeux vidéo aussi, je me demandais, alors que la plupart de toute façon des physiques, de toute façon, amènent sur des clés à télécharger des jeux en démat. Ouais. Alors, plusieurs réponses. Donc sur les jeux des maths, donc il y a une recommandation officielle de Game Impact qui sont que les jeux des maths, c'est moins impactant que d'acheter un truc physique. Moi perso, je préfère acheter quand même un jeu en physique. Voilà, pour certaines raisons. Les jeux indépendants, ils n'ont pas que j'achète, notamment, moi je suis joueur plutôt sur la Switch. C'est plutôt en téléchargement, donc j'ai pas le choix. Sur les jeux, pour le streaming, mais ça, c'est une question que je me suis posé enfin, on s'est posé la question il y a quelques années, ou quand j'ai travaillé sur le référentiel d'éco-conception de services numériques au général, parce qu'il y a ce sujet-là. Est-ce que dans une administration, dans une entreprise, est-ce que ça serait moins impactant d'avoir des ordis qui sont vides, on va dire, et qui juste se branchent en streaming sur un serveur? Est-ce que ça aurait moins d'impact? Pour l'instant, on n'a pas pu obtenir vraiment de chiffres, c'est pas très sourcé. J'ai l'intuition quand même, le fait d'avoir un truc central qui concentre les ressources et d'avoir quelque chose, si on arrive à le faire durer, le poste client, ce qu'on appelle le poste client, qu'on le fasse durer 20 ans, je dirais oui, là, partons là-dessus en fait. Donc pareil pour le jeu vidéo, est-ce que il faut chiffrer un peu tout ça? Est-ce qu'on part sur un truc qu'on garde 20 ans? J'ai l'impression quand même dans le jeu vidéo, on garde pas un truc 20 ans, quoi. J'ai pas l'impression. Mais si on a un outil client, mais après il y a d'autres trucs, il y a d'autres sources d'usure, hein, la manette, etc. Et puis les serveurs, est-ce que là, on part pas sur une débauche d'énergie avec. Y Après, j'en ai pas parlé j'en parle souvent, tout ce qui est effet rebond. C'est-à-dire, plus c'est efficace, plus on va l'utiliser, plus on aura de consommation, plus on aura des jeux chiadés, etc. Alors là, il n'y a même plus besoin d'éco-conception, parce que du coup, on sera sans limite matériel. Du coup, on peut faire des jeux hyper quali, quoi, dans ce cas. Et hmm. Là, je peux pas te dire en manque de chiffres, je sais pas, faudrait trouver. En tout cas, sur le streaming, ça reste sujet à débat, en tout cas dans le jeu vidéo, le streaming. Est-ce que, en termes de conséquences, en tout cas environnementales, énergétiques, etc., est-ce qu'il vaut mieux avoir sa console ou faire du streaming? La question reste ouverte, je pense. C'est pas encore tranché. Éléments? Ah oui, ok. Ouais, j'ai des éléments de réponse là-dessus. Il n'y a pas toutes les réponses, mais effectivement, c'est un des sujets sur lesquels j'ai travaillé chez Ubisoft, très ponctuellement. En fait, c'est une question de temps de jeu, passer sur le même jeu. Et puis le fait de savoir si c'est un jeu connecté ou pas. En gros, ce qui en ressort sur le long terme, imaginons sur 500 heures ou 1000 heures, quand même le physique qui l'emporte. Parce que tu peux te déconnecter. Typiquement, c'est pas un MMORPG, tu peux y jouer sans être connecté. Versus le jeu où tu auras toujours des paquets à télécharger. Sur le long cours, imaginons sur des milliers d'heures, à la fin, c'est celui qui va prendre le plus de ressources, c'est quand même le jeu connecté, quoi.
Et puis, donc, effectivement, c'est en ce sens que, comme tu parlais de limiter, effectivement, tout. Enfin, voilà. Il y a aussi le fait de changer de console. Enfin, voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais de rester, si tu fais du rétro gaming, ton impact, il est très limité. Merci.